Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Sailing Café. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui fait avancer les voiliers, donc la voile. Donc, parfois, on parle même de moteur des voiliers. Quand on commence à naviguer à la voile, le réglage des voiles devient vite une obsession. Et quand on pense avoir tout bien réglé, une petite modification change complètement l'allure du bateau. Enfin, sans vraiment qu'on sache vraiment pourquoi, en tout cas pour moi, évidemment. Je ne parle pas pour nos experts du jour qui vont nous partager un projet sur lequel ils ont travaillé qui vise à améliorer justement ces réglages. Donc, on a Loglin Dudley, donc architecte naval chez MDS. Bonjour Loglin. Bonjour. Et Jean-François Cuzon, donc PDG de la société Pixel-sur-Mer. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Vous nous direz si cette obsession du réglage qui vous a poussé à transformer le réglage des voiles en données. Mais c'est vrai que pour les bateaux de course en particulier, mais aussi pour les nouveaux navires à voile à propulsion vélique, on embarque beaucoup d'électronique pour améliorer la performance des bateaux. Sur les navires véliques, on parle plus d'optimisation que de performance, mais quand même, mais aussi surtout d'automatisation des systèmes de propulsion. Donc, on a à bord des capteurs, des IA, des lidars, des systèmes de tracking, des fibres optiques qui ont envahi les bateaux et qui ont transformé la manière dont les skippers optimisent leur performance, dont les équipes aussi prennent des décisions tactiques. Et puis, pour les plus gros bateaux, pour les commandants de bord, ils vont gérer leur navire vélique avec une précision inédite. Donc, à travers le projet de Benjamin, de Loglin et de Pixel, il s'agit de modéliser en 3D les voiles des bateaux. Donc, on va parler données, réglage et aussi design des voiles. Pour commencer, Jean-François, est-ce que c'est la fin des penons en laine sur les voiles ou on en parle encore? Non, le penon à la voile est toujours un bon indicateur et pour les régleurs, toujours très, très réactifs pour regarder le flux d'air autour des voiles. Hein. Donc, ce n'est pas la fin du penon, mais c'est vrai que c'est la mesure, les métriques et les formes des voiles vraiment de manière digitale ouvrent des possibilités encore plus importantes de comparaison et d'automatisation, comme tu l'as dit. Hein. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'était quand même le coup d'œil. On avait assez peu de données sur les voiles. Oui, c'est un peu né de ce fait-là que c'était un petit peu absurde de ne pas avoir de système pour mesurer cette forme de voile qui est le moteur du bateau. Voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait en premier d'ailleurs regarder. Et donc, c'est vrai que c'est toujours le réglage d'une voile se fait beaucoup à l'œil par les régleurs. Alors, ils ont des très bons yeux, ça c'est sûr, mais d'une personne à l'autre, ça peut changer. D'une condition à l'autre, une perception peut changer. Et le fait de pouvoir comparer ça avec des vraies valeurs mesurées de forme des voiles, ça permet à la fois de comparer la sensation avec ce qu'on a en mesure, une mesure qui est répétable, qu'importe le moment, jour, nuit, nuageux, avec du soleil. Donc vraiment une continuité sur la mesure et la possibilité, dès lors qu'on a de la data, en fait, c'est d'intégrer des chaînes d'analyse et de contrôle qu'on ne peut pas faire, évidemment, quand c'est juste une perception humaine. Donc, non, très intéressant. Et c'était une brique, Pixel-sur-Mer, entre ce qui manquait aujourd'hui pour exploiter un navire à la voile. Parce que rapidement, est-ce que tu peux nous dire nous rappeler ce que fait Pixel-sur-Mer? Donc, jusqu'à présent, vous avez des capteurs plutôt sur les formes structurelles du bateau, composites, etc. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la gamme des produits? Oui, Pixel-sur-Mer, c'est une entreprise lorientaine, on est une trentaine. On est à la fois intégrateur de systèmes, historiquement, de systèmes électroniques pour les bateaux de course,
Et on a développé depuis 2016 une gamme de produits Exocet pour répondre à des problématiques d'électronique à bord des bateaux, d'abord des bateaux de course. Maintenant, on se déploie sur d'autres secteurs, notamment dans le secteur maritime et les cargos à propulsion vélique. Mais qu'est-ce qu'on traite des thématiques comme la gestion de la donnée à bord, l'instrumentation des bateaux avec différents types de capteurs. On gère l'automatisation, que ce soit du pilote automatique en 2 dimensions, 3 dimensions, ou de l'automatisation de certains organes du bateau. Et puis tout ça, on le fait dans un... Et puis comme tu le précisais aussi, tout le on déploie des systèmes de monitoring de données, de déformation des structures à partir d'une technologie qui est la fibre optique à réseau de Bragg. C'est de la fibre optique qu'on déploie dans les structures. Et donc, cette technologie a déjà apporté beaucoup au milieu. Et donc, voilà, ça avait du sens d'aller plus loin, notamment pour la partie vélique. Et donc, tout ce qu'on cherche à faire, pour finir, c'est autour de la performance du bateau, qu'elle soit performance en vitesse pour les écuries de course ou performance énergétique pour quand c'est le challenge pour d'autres bateaux. Et puis tout ça, dans l'électronique embarquée, c'est aussi la sécurité à bord, c'est un gros volet chez Pixel sur Mer. Comment sécuriser la navigation pour les plus grands sportifs comme pour les opérateurs de navigants de bateaux beaucoup plus gros. On parle beaucoup de données pour que les gens se rendent compte un petit peu. On parle en gigaoctets, donc en flux continu. Comment ça, c'est quoi la quantité de données aujourd'hui sur un bateau de course? Alors, oui, c'est vrai qu'il y a une évolution énorme du nombre de capteurs sur ces 20 dernières années. Il y a eu voilà, aujourd'hui, on était peut-être sur une trentaine de capteurs maximum dans les années 2000, 2005. Aujourd'hui, on parle de 600, 1000 points de mesure. La fibre optique en prend une grosse partie. Le LIDAR en le rajoute encore. Mais voilà, il y a toute une gestion de la donnée à bord du bateau qui est apparue, qui n'existait pas avant, sur comment traiter la donnée, comment la rendre efficace dans la prise de décision à bord, mais aussi comment la collecter efficacement pour que derrière elle puisse être analysée, pour que les équipataires puissent suivre ce qui se passe dans le bateau, en tirer des enseignements. Donc oui, il y a un gros volet de la gestion de la donnée à bord qui s'est mis en place. Et en termes de gigas, oui, tout dépend de plein de choses, des fréquences d'échantillonnage de tous ces capteurs. Mais ce que je peux dire, c'est que le LIDAR, par sa technologie, avec sa captation d'un nuage de points, génère énormément de données. Si on veut tout enregistrer, on parle de gigas et de gigas, effectivement, pour journée. Donc, mais l'objectif n'est pas de tout enregistrer. L'objectif, et ça a toujours été le cas à Pixel sur Mer, c'était de dire, voilà, on peut enregistrer quelques gigas pendant quelques instants. C'est intéressant, notamment pour aller très loin dans l'analyse au niveau du design. Mais ce qu'on veut, c'est de la donnée synthétique aussi pour l'utilisateur à bord. Donc là, on redescend à des quantités de données qui sont beaucoup plus faibles, à des fréquences qui ne sont pas nécessaires, trop élevées. Donc c'est tout le travail qu'il y a à faire autour de ce système. On part de beaucoup de données et on rend ça synthétique et utilisable pour l'opérateur en bord et disponible malgré tout pour les designers. Ok, pas besoin d'être data science skipper, quoi. C'est pas le but. Loglin, donc vous avez collaboré sur le projet Exocet, Flying Ship. Est-ce que c'était aussi un manque en tant qu'architecte, ce manque de données dans les voiles? Et puis si tu peux commencer par nous dire 2 mots de MDS Design. Ouais, donc avec Benjamin et Mathéo, on travaille ensemble, notamment sur la dernière campagne de Coupe de l'América. On travaille aussi chacun un peu de notre côté sur la campagne actuelle. Et puis Mathéo a beaucoup travaillé sur des projets en lien avec l'équipe de Guillaume Verdier, notamment
Gitana 18 et puis le bateau que fait Ferrari en ce moment. Donc voilà un petit peu pour le contexte de notre association. Et c'est vrai que le LIDAR, c'est né au départ d'un manque que je pense qu'on a constaté sur la dernière campagne et où d'autres équipes avaient déjà ces technologies-là, qui étaient d'avoir la donnée de forme de ces voiles pour derrière être capable en analyse de données, de pouvoir recouper avec les modèles théoriques. Par modèle théorique, on entend notamment tout ce qui va être VPP et puis les simulateurs. En fait, comme disait Jeff tout à l'heure, ça n'a pas énormément de sens Enfin, on fait beaucoup de données sur les bateaux, mais on mesure pas le moteur. Donc, à partir de là, forcément qu'il y a un manque. Et donc, on arrive quand même à traiter la donnée, à avoir des process de performance, à recouper avec les modèles. Mais voilà, c'est pas une donnée qui remplace les mesures de charge qu'il y a aujourd'hui sur les bateaux. C'est une donnée qui vient la complémenter et qui vient apporter une autre lumière sur les réglages aéros. Ok. On a parlé des lidars. Donc les lidars, ça sert à cartographier, à détecter des objets. L'IFREMER utilise un modèle pour cartographier les fonds marins qui va jusqu'à plus de 6000 mètres. C'est pas cela que vous utilisez. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire ce que c'est qu'un lidar pour ceux qui savent pas? Un lidar, en fait, c'est rien d'autre qu'un capteur laser, sauf qu'au lieu d'émettre de la lumière rouge, il émet de la lumière dans une zone du spectre qu'on voit pas, mais en fait, ça pourrait être rouge, quoi. Donc, il y a un laser qui tourne dans le capteur, ou qui tourne ou pas d'ailleurs. Et puis, on mesure le temps, le lidar mesure le temps que met le laser à revenir une fois qu'il a été réfléchi par la surface. Et donc, il en déduit la distance. Et il en déduit aussi l'intensité du signal lumineux reçu. Voilà. Et donc, grâce à ça, ça permet de cartographier son environnement. En fait, ça a été beaucoup développé dans le monde de tout ce qui est automobile et robotique, parce qu'aujourd'hui, les voitures autonomes, elles ont toutes des lidars. Les iPhones ont des lidars, les robots aspirateurs ont des lidars. Alors, bien sûr, il y a énormément de gammes différentes et le coût est vachement drivé par la portée des lidars et puis leur ouverture. Et donc, voilà, donc c'est très récemment, c'est vraiment il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent sur le marché, y compris des concurrents asiatiques qui viennent concurrencer des marques un peu plus traditionnelles, et ça rend la technologie beaucoup plus abordable. Vous avez comparé d'autres technos avant d'aller sur le lidar, je sais pas, la vidéo, d'autres types de capteurs avant d'aller chercher le lidar? Moi, je pense que la photo et la cell-vision ont largement été éprouvées ces 20 dernières années dans la voile. Et à nouveau, le lidar n'a pas pour but de le remplacer. Mais une photo, c'est tout de suite un peu plus d'autres. Il y a son lot de problématiques aussi, les questions des focales des appareils. C'est plus dur d'avoir un système temps réel qui analyse toutes les photos à chaque instant. Il y en a qui existent, mais pas énormément. Donc ça vient vraiment, c'est en complément, quoi. Ça n'empêche pas de faire des photos des voiles, mais ça permet d'avoir un autre regard sur ça, quoi. Donc là, avec le lidar, la journée est important. Le lidar permet d'avoir une continuité de la mesure, à la différence d'une photo ou d'une vidéo qui est affectée par l'obscurité. Donc là, l'idée, c'était de cartographier une voile en 3D d'une manière assez précise, voire très précise, parce que le lidar permet, avec quand même un niveau de précision assez incroyable, et en mouvement aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un peu les déformations et les évolutions de la voile quasiment en temps réel Oui, absolument. Comme je disais tout à l'heure, on a été beaucoup drivé par la performance, notamment sur les bateaux type Coupe America. Et ça, c'est des bateaux où l'aspect dynamique et le fait de pouvoir mesurer sa relance ou sa manœuvre est absolument primordial. Donc oui, donc le lidar lui-même, il émet 10 nuages de points par seconde, c'est-à-dire qu'il est capable de scanner son environnement quand même 10 fois par seconde.
Et par-dessus ça, nous, on vient appliquer un traitement qui vient reconstituer une voile. Et donc ça, on le fait aussi plusieurs fois par seconde. Et donc ce faisant, oui, on est capable de capturer les effets dynamiques, que ce soit en sortie de manœuvre, plutôt pour des usages inshore, mais aussi sur des usages plutôt offshore, capturer les mouvements dynamiques des voiles, que ce soit les mouvements de chute, un guindan qui se dévente ou autre, quoi. Ouais. Ok. Jean-François, je crois que tu as une petite présentation, mais avant, pour finir de comprendre, j'imagine quand même qu'il y a beaucoup d'éléments à intégrer, l'allure du bateau, est-ce que l'état de mer, la vitesse du vent à différentes hauteurs du mât, est-ce qu'il y a d'autres données qui viennent interagir avec cette analyse de voile, ou juste l'analyse de la déformation ou du réglage de la voile suffisent pour comprendre? Il y a deux choses. Effectivement, la mesure va avoir besoin de quelques informations quand même pour être efficace, notamment quelle est la configuration de voile du moment. Ça, on a besoin, parce que les lidars, ils ont besoin de références et de savoir qu'est-ce qu'on a à bord, qu'est-ce qu'on attend. Et ça, un lidar, quand on va le reconstruire la forme, va fonctionner à partir de points de référence. Donc, avoir la configuration de voile, ça, c'est important. Donc, il faut qu'il n'arrive pas à l'inventer, forcément. Peut-être qu'on arrivera plus tard à le faire automatiquement, mais aujourd'hui, on récupère ça. On récupère des données du bateau d'une manière générale pour faire ces fichiers complets à transmettre aux designers. Mais en fait, la deuxième étape, c'est vrai, c'est de comparer ces données de forme qu'on a directement avec les lidars. Dès lors qu'on a les bonnes références, on a cette forme, on a ces coupes dans la voile avec ces différents métriques. Et bien, c'est de pouvoir l'associer à la somme des données qui font que le bateau va vite. Donc, il y a les données purement intrinsèques du bateau en termes de vitesse, d'angle de vent, etc., force de vent, forcément. Il y a tous les réglages. Alors, ça va varier en fonction des bateaux, que ce soit multicoque, monocoque, grand inshore, offshore, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, l'idée, c'est d'associer à cette forme de voile tout ce qui fait que tous les réglages qu'on peut avoir du bateau. Là, on parle plutôt à l'analyse de performance générale, ce qu'on fait habituellement. Là, on vient mettre en plus dans tout cet environnement de données importantes qui ont un impact sur la performance, on vient y ajouter la forme d'avoile. Et c'est ce qui permet de reconstruire des formes optimales qui génèrent le maximum de performance, enfin, de trouver la forme optimale qui génère le plus de performance, avec quel type de réglage sur le bateau, etc. etc. Donc, c'est tout le travail qu'il y a sur les formes optimales. On a une target de forme optimale. On navigue, on voit qu'on arrive à de meilleurs résultats de performance bateau avec certaines formes. Donc, du coup, on fait évoluer nos targets de forme. Et puis, c'est la vie d'un bateau, c'est tout le temps faire évoluer les targets. Donc, c'est de dire, voilà, en fait, dans cette condition de vent, par rapport à toutes les données que j'ai pu acquérir, analyser, c'est telle forme de voile qui marche, à régler de telle façon au niveau de ma basse tacte, de mon cintre de mât, de ma bordure, de mon écoute de grand voile, mais aussi de mes foils si j'ai des foils, etc., de mes ballasts. Donc voilà, c'est un grand volume de données qui génère des targets pour la meilleure performance sur le moment. Ok. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus? Je vais afficher ton document. Oui, bien sûr. Hop, on va revenir au début. Voilà. Je te laisse dérouler la première page, c'est vraiment ce qu'on reçoit, nous, il y a d'autres exemples plus bas, mais c'est ce qu'on reçoit du lidar. On voit, c'est un nuage de points. Sur la photo de gauche et de droite d'ailleurs aussi, on voit des barres de flèches aussi. Donc, c'est des choses qui ne nous intéressent pas pour la mesure, donc il faut forcément masquer quand on fait le traitement. Mais si tu descends un petit peu plus sur la... Tu as la main si tu veux changer. Ah oui, pardon, j'ai la main. Donc, juste, je vais aller d'abord comment marche le système. Voilà, le système, il marche. On a des lidars. On peut en avoir
quelques-uns ou plusieurs, ça dépend de la gamme de voiles que l'on va couvrir. Est-ce que c'est une grand voile? En général, une grand voile, on a besoin de 2 lidars pour les deux bords. Les voiles d'avant, génois, X ou Y, on peut fonctionner avec 2 ou 1 lidar au centre, ça dépend un peu des écartements du point d'écoute par rapport à la centerline. Et puis, pour tout ce qui est Ginnaker, Spinnaker, en général, il faut se mettre bien en avant du bateau pour ne pas avoir de masquage d'autres voiles, d'autres aisselles. Et donc, là, c'est un autre lidar. Donc, on va fonctionner en moyenne entre 2 et 5 lidars à bord. Tout ça qui vont communiquer avec... aussi intra et extra-dos, quoi. Ouais, c'est surtout que, oui, ça peut être le cas pour les bateaux à coupe, par exemple, qui ont deux enveloppes. Pour des bateaux plus traditionnels, c'est que si on n'a qu'un lidar sur la grand voile, en fait, on a un masquage visuel en prenant par-dessous avec le vrillage de la voile. Donc, c'est pour ça qu'il en faut tout le temps un au vent, en fait, pour le grand voile d'un bateau traditionnel. D'accord. Et donc, oui, tous ces lidars sont collectés sur un boîtier, l'Exocet Flying Shape, qui va processer l'ensemble de ces nuages de points pour en recréer une surface pour chaque voile, et puis en extraire à différentes altitudes des métriques. Je reviendrai sur quelles données on récupère. Et toutes ces données synthétiques, en fait, elles sont envoyées ensuite vers les centrales d'acquisition. Alors nous, on a un produit, notre Exocet Blue, mais ce produit Exocet Flying Shape, on l'a fait universel pour tout type de système à bord, pour s'intégrer comme une brique technologique pour ceux qui le souhaitent et qui sont déjà équipés. Donc c'est compatible avec plein de types de systèmes de navigation et d'acquisition. Forcément, qu'est-ce qu'on va développer autour de ces systèmes d'acquisition? On va développer des interfaces graphiques de visualisation de la voile, soit sous forme de métrique, soit sous forme de courbe. Il y a plusieurs façons. Et de l'extérieur, l'utilisateur peut à tout moment sélectionner des moments, on dit good balance, bad balance, des bons moments, des mauvais moments, pour enregistrer vraiment tout l'ensemble des données. Je parle de tout l'ensemble des nuages de points, des surfaces, des données du bateau, des métriques extraits. Et donc, l'utilisateur peut le récupérer au retour à terre pour le partager à son équipe de designers ou l'analyser lui-même s'il a l'ensemble des outils. Voilà, de manière générale, comment marche le système. Qu'est-ce que je... Donc, je ne sais pas si je peux peut-être pas mettre une vidéo, mais c'était pour montrer un peu... un PDF. Normalement, c'est un PDF avec vidéo, mais peut-être que là, dans la présentation, je ne pourrais pas faire. C'était juste pour montrer un peu, on voit l'ensemble du nuage de points, ce que ça représente sur un voilier avec une grand voile. Mais voilà, on le voit, ça c'est vu de derrière, on voit le vrillage de la grand voile, on voit le génois qui est dessous. Forcément, on voit aussi tous les haubans, barres de flèche sur que l'on extrait directement. Alors après, voilà, il y a de manière synthétique les lidars, il faut les positionner. Là, on voit bien pour un bateau modèle très 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 simplifié, j'avoue. Mais voilà, pour la grand voile, on essaie la première étape, ça va être de dire où on place les lidars. Donc une grand voile, c'est au vent, sous le vent. Un génois, ça peut être au vent, sous le vent ou au milieu. Et puis après, à l'avant, on met notre position, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Comme le disait Locklin, ces lidars, ils sont utilisés dans les environnements aujourd'hui, dans les rues, dans les voitures. Là, c'est un modèle de lidar qu'on utilise. On a plusieurs, en fonction de la taille du bateau, on va utiliser différents types de lidars, des longues portées ou des portées courtes. Forcément, un lidar, il marche bien plus on est écarté de la voile avec un angle d'attaque et de réflexion le plus perpendiculaire possible, ça marche très bien. Si on est sur la lumière rasante, il faut des lidars plus puissants pour atteindre le haut des voiles. En termes de représentation, derrière, c'est un peu dans le désordre, mais voilà, qu'est-ce qu'on extrait de ce nuage de points qu'on voit à droite, la voile avec sa chute et son bord d'attaque, ces nuages de points, on va découper la voile en différentes coupes, stripes en anglais, et
pas chaque stripe, parce qu'on a synthétisé, nous, à 25%, 50% et 75% de la hauteur de la voile. On va extraire des données. Alors, les données, c'est celles qui sont sur le petit graphe. Une des données principales de forme de voile, c'est le camber, donc c'est le creux, le pourcentage de creux par rapport à la corde, sa position, est-ce qu'il est avancé, reculé. Ça va être ses angles, une voile, c'est son angle d'entrée à la mure et ses angles de sortie. Donc ça, c'est une donnée que l'on sort. Ça va être le twist du profil par rapport au profil précédent. Et puis, on a d'autres métriques annexes qui sont plus, par exemple, ces métriques violets, là, c'est plus pour regarder le dévent sur l'avant de la voile, etc. Donc, on se retrouve, et on a aussi, par exemple, pour le génois, on a le dévers d'étai qui est bien matérialisé aussi, qui est quelque chose qui est très difficile à mesurer. On demande souvent aux bateaux extérieurs d'aller regarder autour et d'évaluer le dévers d'étai. Et la mesure de Flying Shape permet aussi d'avoir cette donnée-là. Et donc, toutes ces données, elles sont extraites, elles seront envoyées vers les centrales d'acquisition à bord tous les entre 2 et 4 fois par seconde, selon le besoin, et directement exploitables sur les afficheurs du bord, les montres. Donc là, c'est un exemple de représentation qu'on peut avoir. Hein. Là, c'est à gauche, c'est à travers un Exocet Blue. À droite, c'est une représentation plus complète, hein, avec le nuage de points. On a aussi d'autres représentations qui mixent à la fois les targets du bateau actuel et les valeurs réelles du profil. Donc, différents types de représentations qui sont visibles et qui est bien intégré sur l'ensemble des afficheurs du bord, sur les ordinateurs forcément, sur les téléphones portables en smartphone, en version web, sur les montres connectées au réseau du bateau, etc. etc. Donc, ça ouvre un champ des possibles pour les régleurs d'avoir un bon accès et un suivi de cette donnée en comparaison avec leur perception et leur feeling. Est-ce qu'il y a aussi des alertes en fonction des situations ou qui peuvent être, comme il y a sur les capteurs de force? On peut tout imaginer. On peut imaginer des alertes quand on n'est pas à la bonne forme. Je pense que ça va vite agacer les il y en a déjà beaucoup. On peut imaginer des coachs vocaux aussi qui justement comparent valeur actuelle à une certaine fréquence, valeur actuelle, valeur target. Donc, ouais, dès lors qu'on a de la data, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer tout type d'accompagnement plus ou moins important pour justement bien régler et optimiser ces réglages. Là, peut-être Lochlin peut dire un petit mot sur voilà, toutes ces données, ça, un peu plus en détail, ça sert à quoi aussi parce que c'est quelque chose un peu comme la fibre optique aussi. Nous, on a eu cette expérience-là quand on met de la fibre optique à un bateau, c'est intéressant de l'avoir à bord en live pour ne pas casser certaines pièces, mieux comprendre comment elles fonctionnent, pour aussi recréer des formes de pièces, par exemple les mâts avec une fibre optique dans un mât, plusieurs fibres optiques dans un mât, on recrée la forme complète du mât en cintre, en dévers, en twist. Et ce qui est important, qui a été très intéressant aussi, c'est le partage avec le design et cette boucle qui est on design une pièce, on la fabrique, on navigue avec, on crée de la donnée, on la réinjecte dans le design, on réévolue le design. Et c'est un peu la même chose avec le Flying Shape. Hein, tu peux dire quelques mots. Mais c'est sûr que, comme tu disais, on rajoute un capteur à bord, on rajoute une donnée à bord. Après, ce qu'on en fait relève de l'expérience de l'équipe et des phases, si on est dans une phase plutôt de conception, une phase d'exploitation du bateau, c'est sûr. Ce qu'on a voulu créer, c'est un produit qui permette de servir et à la fois les marins en temps réel pour avoir cette donnée temps réel, pouvoir régler ses voiles, se servir de la donnée mesurée pour être davantage répétable peut-être sur les valeurs de creux, de twist,
de pouvoir itérer sur les targets, pouvoir se créer des jeux de targets et se développer un ensemble de repères de réglage en fonction du vent, de l'état de la mer et autres. Et puis, ça objective aussi quelques débats à bord d'avoir un chiffre qui, s'il est stable, objective les débats sur le creux, le twist, etc. Et puis, on voulait aussi faire un produit qui puisse servir aux performeurs, aux ingénieurs et puis aux designers de voile. Et vraiment reboucler cette boucle derrière avec la performance et la conception. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé les possibilités d'export de tout le nuage de points, de reconstituer les surfaces des voiles pour justement faciliter ensuite l'échange avec que ce soit les voileries, soit les ingénieurs qui font tout ce qui va être VPP. Aujourd'hui, ça c'est là où nous on travaille beaucoup. Les bateaux donc les modèles aéros sont souvent paramétrés avec dedans des valeurs de twist et de cambrure. Et donc, il faut pouvoir être capable de reboucler avec ça pour, comme je disais tout à l'heure, mesurer le moteur du bateau, quoi. Et donc, en mesurant la forme aussi, quelque part, c'est pas qu'on s'affranchit, mais on vient. Aujourd'hui, dans la modélisation d'une voile, il y a 2 niveaux de modélisation. Il y a le premier niveau qui est comment est-ce que ma voile va se déformer du fait des fibres qui la composent. Et le deuxième niveau, c'est pour cette déformation-là, quels efforts je veux obtenir. Et donc, pour ça, il y a à la fois de la simulation structurelle de l'intérieur de la voile, puis de la simulation aérodynamique des efforts sur la voile produits. Et donc, en mesurant la forme directement, on vient aussi quelque part s'affranchir de la modélisation structurelle de la voile, puisqu'on mesure déjà la forme. Et donc, ensuite, on peut aller reboucler avec les données aéro. Et d'ailleurs, on a en ce moment des mesures en cours sur ces sujets-là de bateaux qui veulent connaître leur forme réelle en navigation, par exemple. Il y a pas mal de questions. Moi, j'en avais une. Est-ce que les premières données ont révélé, je ne sais pas, quelque chose sur lequel... une forme de voile, on disait c'est comme ça qu'on fait des voiles. Est-ce qu'il y a je sais pas, est-ce que ça révèle un changement, une modification assez importante dans les voiles, ou pour l'instant c'est conforme à ce qu'on a l'habitude de faire? Non, c'est plutôt conforme. Enfin, On révolutionne pas la forme des voiles tout de suite. Non, déjà on commence par les mesurer et puis après on verra. Mais non, pour l'instant c'est plutôt conforme. Et c'est comme je disais tout à l'heure, les photographies marchent et sont très utilisées par les voiliers pour évaluer les formes des voiles. Et donc il y a déjà une partie de cette boucle qui est faite de validation quand les voiles sont livrées. Je vais prendre les questions un petit peu dans l'ordre. Donc, Nicolas, la technologie de détection du réglage des voiles par lidar peut-il être complétée par une mesure de fibre optique qui serait cousue dans les voiles, comme ce qui est fait par Pixel dans les mâts et autres pièces sous contrainte? Donc, de la fibre dans la voile. Alors, sur la technologie de fibre optique qu'on utilise, c'est de la technologie qui doit être insérée dans des matières rigides. Donc, on n'a pas une fibre nue qu'on balade comme ça, on n'a pas sa forme. Donc, il y a des technologies qui existent pour le faire, mais qui ne sont pas faites pour être embarquées du tout dans un milieu où il y a beaucoup de mouvements. Donc aujourd'hui, non, on ne peut pas intégrer ça, si ce n'est dans une latte. Mais dans une latte, tout à fait, on peut mettre dans une latte de la fibre optique, avoir sa forme complète, donc avoir le profil de la voile. Cependant, en termes de mise en œuvre, au jour le jour, avec une voile qui monte et qui descend, c'est pas si simple que ça. Donc là, c'est plutôt des problèmes de mise en œuvre et de maintien dans la durée de cette techno. Ok. Alors Benoît, quelles sont vos contraintes d'implantation de ces systèmes électroniques, lidar, centre d'acquisition et de traitement au regard de la CEM? Les nouveaux bateaux conçus prévoient-ils déjà des zones d'implantation structurelles ou alors sont rajoutés après coup, là où on peut?
En gros, est-ce qu'on fait du by design, intégration de lidar dès la conception désormais, ou on l'ajoute après? Oui, c'est une bonne question parce que pour nous, tout système durable dans le temps et qui donne des bons résultats, c'est un système qui est bien intégré. Et donc, bien intégré veut dire souvent monter dès la conception du bateau. Donc, en l'occurrence, pour les lidars, alors, on peut arriver après, hein, comme on voit sur les images, là, voilà, on a fait plusieurs campagnes sur les J80, en bas, c'est sur un maxi avec, on se met en saillie on vient se positionner comme ça, mais on peut très bien intégrer ces lidars dans la structure, donc prévoir une réservation en ne laissant dépasser de la structure que la partie active qui nous intéresse, pour avoir ce cône qu'on voit à droite là, qui va balayer exactement la zone de voile, la surface de voile qui nous intéresse. Donc voilà, aujourd'hui, on a ces deux types de poses. On arrive après, le bateau est déjà fait, donc on installe en saillie comme ça, ou là où on peut, on gère des supports, ou alors c'est des bateaux qui sont en construction, et là on peut vraiment réfléchir avec l'équipe pour intégrer ça au mieux de manière la plus transparente. Forcément, ici il y a des places. Il faut vraiment bien réfléchir parce que on ne peut pas intégrer comme ça dans un caisson ou dans un bordé le lidar, hein, il y a des notions structurelles, donc il y a un vrai rebouclage à faire avec les designers. Il y a un point important aussi, c'est qu'on ne peut pas avoir une personne devant le lidar parce que voilà, c'est un obstacle, donc du coup on n'aura plus de mesure. Donc il faut une vue dégagée sur la voile. Et puis non, l'intégration, parler de ça, on sait que voilà, c'est une nouvelle technologie. Nous, de tout ce qu'on fait, de toutes nos mesures, là, on a vu tout le potentiel que ça peut avoir et la pertinence. Mais c'est des technologies, comme la fibre optique, hein, il faut montrer comment ça marche. Et le temps d'acceptation de la technologie, pour moi, est très courte. Dans toutes les expériences que l'on a eues, on installe à bord quelque chose. Au départ, les équipes commencent à regarder, tiens, si je fais ça, est-ce que ça affecte bien dans le bon sens la valeur? Et très rapidement, moins d'une journée des fois, on passe dans l'autre scope, c'est-à-dire je sais que je veux avoir cette donnée-là en termes de pourcentage de camber. Regardons comment je peux l'obtenir avec mes réglages. Donc il y a une confiance dans la donnée qui est générée par ce système de lidar. Et la précision des lidars, alors il y a plein de valeurs théoriques et de littérature là-dessus, hein, mais comme disait Locklin, il y a déjà des choses qui existent, qui ne fonctionnent pas en live, hein, c'est sûr. Mais donc, voilà, comment on compare la pertinence de ce qu'on apporte avec la réalité, c'est qu'on compare des technologies, on fait de la photo, il y a une analyse de voile comme c'est fait habituellement, et on compare ces données-là. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait, de comparer la performance du système. Alors, il y a Julien qui nous demande quels sont les gains réels évalués par cette mesure en termes de performance, le prix de cette mise en œuvre, ça c'est sur votre site, je crois. Est-ce ponctuel, installation permanente, etc. On parle même de retour sur investissement. Est-ce que les premières installations et les tests que vous avez faits, les skippers ont gagné en performance? Alors sur la partie ponctuelle ou installation permanente, ça dépend énormément des besoins qu'il peut y avoir côté client. Nous, c'est vrai qu'on propose un produit qui a pour vocation à être installé de manière permanente, mais à la fois, on fait aussi des prestations ponctuelles pour de la mesure plus ponctuelle, comme je disais tout à l'heure. Voilà, là, par exemple, en ce moment, on est dans le sud de la France sur un projet comme ça. Et puis, on l'a fait aussi sur un projet de gros bateau à voile qui n'est pas un bateau type course, quoi, qui est un bateau plutôt commercial. Et donc voilà, quels sont les gains? À ce moment-là, il y a les gains. Là, c'est plutôt pour la phase conception ou la phase validation des voiles qui ont été construites. Il y a aussi une phase de vieillissement, voir comment les voiles dans le temps vont changer de forme. Et puis après, pour tout ce qui est mesure temps réel, comme je disais tout à l'heure, on apporte vraiment une donnée supplémentaire
qui vient en complément des charges qu'il y a déjà à bord, qui est objectif des débats et qui, une fois qu'elle commence à être regardée et utilisée pour régler les voiles en temps réel, et bien cette donnée-là, en fait, elle devient quasiment indispensable à bord. Alors, c'est sûr que je ne peux pas vous dire si on a gagné 0,2 nœuds de VMG, mais ce serait bien. Ok. Alors, Nicolas demande s'il y a eu une campagne, une phase de validation en comparant les données brutes et calculées sur une forme connue fixe pour quantifier l'incertitude. Donc, utile pour la comparaison avec les formes calculées en interaction fluide-structure. On a des experts aujourd'hui de l'autre côté. Avez-vous l'intention de valoriser les mesures de structure, mât, position de baume aussi, pour ne pas avoir à implanter de fibre optique dans ces structures? Alors donc sur la première question, l'incertitude, en fait, l'incertitude sur chaque point est très connue de chaque lidar, c'est-à-dire qu'il y a une incertitude statistique sur chaque point renvoyé. Et comme je disais tout à l'heure, le lidar, il génère 250 000 points 10 fois par seconde. Donc, on vient agréger l'ensemble de ces points, donc l'ensemble de ces erreurs statistiques, pour en refaire une forme. Donc, en fait, on vient vraiment lisser l'erreur que le capteur peut avoir sur chaque point. On n'a pas fait de validation sur face parfaitement plane, on l'a fait sur des voiles et avec notamment des validations photos et autres en plus, de manière à venir valider si notre reconstruction qu'on applique par-dessus, elle est stable et précise, quoi. Voilà, et donc sur la partie de valorisation des mesures de structure, on a aujourd'hui les capteurs tels qu'implantés sur les bateaux qui ont un mât qui est très haut et souvent qui sont assez peu larges. Géométriquement, on se retrouve avec beaucoup plus de points en bas qu'en haut, ce qui est juste géométrique. Et donc, en fait, sur le haut du mât, on peut avoir un point tous les 2 mètres, par exemple, sur le guindant. Pour la petite histoire, Jean-François est monté en haut d'un mât de 45 mètres et on ne le voyait pas parce qu'il tombait pile entre 2 points mesurés par le lidar, quoi. Et donc, tout ça pour dire que pour tout ce qui va être mesure de mât, on peut, nous, ce qu'on ressort, c'est une courbe de guindant donc qui quantifie la forme du guindant de la voile. Après, aller baser la structure du mât là-dessus, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Voilà, par contre, c'est une mesure supplémentaire d'une valeur de cintre qui, là, peut être intéressant à nouveau pour de la répétabilité de réglage, voilà, ou autre, quoi. Donc, on voit que ces systèmes amènent quand même une information assez précieuse pour le skipper. Du coup, Benoît demande si ces nouveaux systèmes s'ils ne sont pas généralisés, même si je vous le souhaite, vont-ils conduire à un rating différent dans les règlements de course? On peut rajouter les règles de classe aussi. Est-ce que vous pensez que ça peut apporter une telle différence qu'on soit obligé de modifier la réglementation des courses ou des classes? Je pense qu'on en est encore très loin d'aborder cette question-là. Aujourd'hui, c'est quand même c'est nouveau, ça, de manière packagée comme un produit. C'est des choses qui n'existaient pas. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place, forcément, surtout de la chaîne de mesure et comment on exploite la donnée. Comme je disais tout à l'heure, il y a un champ des possibles qui s'ouvre à la fois à bord et à terre de manière beaucoup plus systématique. Donc, ouais, je sais pas, c'est un système, un équipement comme un autre, hein, qui apporte une mesure. Donc, je ne vois pas comment ça pourrait affecter les certificats des bateaux. Mais bon. Non, c'est sûr que là où ça pourrait éventuellement affecter, en tout cas, parce que rating égale différence notable de performance, là où ça pourrait affecter notablement la performance, c'est en intégrant cette donnée dans tout ce qui va être pilotage automatique de bateaux. Et si là, il y a un vrai gap de performance, voilà, en intégrant ces infos-là sur un pilote de bar, par exemple. Oui, il y a de plus en plus un pilote aujourd'hui,
C'est beaucoup plus que juste suivre une direction, c'est connaître l'état du bateau à tout moment, connaître sa balance, donc le réglage des voiles est important. Et de ça, ça permet d'anticiper certaines choses, d'appliquer les trajectoires de la bonne façon. Donc oui, c'est un élément aussi essentiel pour tout le pilotage. Pour l'aspect propulsion aussi, voilà, il y a un grand sujet de comment je règle mes voiles pour qu'elles soient sur les bateaux de travail, pour qu'elles soient le plus propulsives possible, pour qu'elles répondent à critères de propulsion, de prise en charge, une capacité du bateau à aller de l'avant. Donc, ouais, il y a des liens directs là qui se mettent en place sur la performance automatisée, qui est un gap qui va arriver. C'est vrai que les capitaines de navire ne sont pas forcément des experts de la voile, enfin, pas toujours. Donc là, vous apportez une donnée assez précieuse sur ce type de navire. Il y a une question d'apprentissage de Laurent. Est-ce que ça nécessite une calibration, une configuration complexe pour chaque nouveau bateau, ou est-ce que le système peut être installé rapidement, utilisable immédiatement? En gros, est-ce qu'on est plug and play? Quelle est la période d'apprentissage? Est-ce que le système va apprendre avant d'être opérationnel? Eh ben, les deux. Alors, le système ne va pas apprendre au sens il deviendra pas meilleur au cours du temps, si ce n'est qu'il sera peut-être mieux configuré par nous. Aujourd'hui, il y a une phase de calibration, forcément, parce que c'est un capteur. Par calibration, on entend deux choses. Une calibration des capteurs en position sur le bateau, premièrement. Et puis après, la configuration en fonction des jeux de voile qu'on passe en revue. Voilà, on vient définir un certain nombre de choses dans l'espace pour que le traitement se passe bien et qu'on ne soit pas embêté par des barres de flèches et des haubans, quoi, en gros. Est-ce que ça peut être installé rapidement, utilisable rapidement? Nous, aujourd'hui, on fait des mesures ponctuelles où on arrive, on installe les capteurs. Alors, il y a une petite phase de câblage, etc. Donc, c'est assez rapidement une demi-journée, quoi. On fait les calibrations en position, on va naviguer le lendemain et puis on enregistre les voiles. À la fois, on enregistre les voiles et puis pendant les premières heures de navigation, on fait la calibration du traitement de temps réel de manière à ce qu'au bout de 2 heures de navigation, la donnée en temps réel, elle fonctionne. Alors après, elle peut être encore améliorée en retravaillant un petit peu les spécificités du bateau, etc. Mais voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et voilà, sur nos séances où on est appelé pour faire de la mesure ponctuelle, en gros, le deuxième jour, on est en mesure de donner une tablette au régleur qui a les données de twist, de cambrure, etc. en temps réel sur son bateau, quoi. D'accord. Nicolas demande si le système peut être affecté par des gouttelettes qui resteraient sur le corps du capteur. J'ajouterais aussi, est-ce que par temps très pluvieux ou de brouillard, le capteur optique peut être perturbé? Alors, donc sur la question spray gouttelette, on l'a jamais vu étant un. Bon, alors déjà, on l'a très peu vu, tout court. Et puis, ça nous est arrivé de temps en temps de voir des petites taches d'ombre dans la voile, mais en fait, le traitement se fait quand même. Donc, alors là, on a des lidars qui sont passés sous l'eau en navigation et ça marche, quoi. Là où on est vigilant, c'est plutôt sur l'accumulation de sel qu'il pourrait y avoir sur le capteur à une petite vitre. Donc, possiblement, il faut voir ce que ça donne autour du monde, mais il y a peut-être un monde où il faut aller l'essuyer une fois de temps en temps, quoi. D'accord. Et il y avait une deuxième partie de ta question qui était le brouillard et tout ce qui va être pluvieux. La plupart des capteurs aujourd'hui, ils ont des modes dédiés parce qu'ils sont utilisés dans des environnements en fait similaires. Et ils ont des modes de double émission, double réception de rayons laser et ils comparent les intensités. Il y en a un qui revient plus fort que l'autre. Et ce faisant, ils peuvent dissocier la mesure de la gouttelette proche de la mesure de la surface qui est un peu plus lointaine. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on a testé ça dans plusieurs conditions. On a testé ça de nuit et on a toujours constaté les mêmes
peu près les mêmes performances, quoi. Julien, donc flaming check versus photogrammétrie pour les voiles souples. Nous sommes d'accord que sur les ailes rigides, la photogrammétrie est plus adaptée. Êtes-vous d'accord? Je comprends pas bien la question. Est-ce que c'est du fait que l'aile rigide Oui, se déforme pas, mais à ce sans moment-là, doute. on ne la prend pas en photo. Ouais. Donc oui, je pense que c'est ça un peu la question. Ouais. Il y a moins de déformation, donc oui, c'est ça. Ouais, disons que nous, on a été sollicités aussi par des acteurs de l'industrie dans ce domaine-là, dans le domaine tout ce qui est voile rigide. C'est très dépendant du système de montage de ces voiles rigides. Si elles sont tenues en haut, forcément, ça va beaucoup moins twister, etc. Si c'est juste, pour vous donner un exemple, on a fait des mesures avec des voiles composites et elles se déforment, ces voiles composites. Et donc, en fait, elles se creusent et elles se twistent. Et donc, si on avait besoin de les mesurer, quoi. Voilà. Mais il y avait une question de Mathieu sur l'énergie. Est-ce que c'est consommateur d'énergie ou pas? On est sur de la techno laser. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça peut être une contrainte que vous avez intégrée? Oui, donc en fonction du type de LiDAR, ça peut être plus ou moins consommateur, mais d'une manière générale, c'est un poste de consommation qui peut être assez important. Il y a plusieurs moyens de contrer ça, notamment pour les IMOCA. Effectivement, il y a pas mal de règles, de nouvelles règles sur la gestion de son énergie à bord. Donc, déjà, c'est des systèmes qui n'ont pas besoin forcément en course au large de tourner tout le temps aussi. Ça peut être des choses qu'on peut allumer, faire un check complet et éteindre. Il y a des gestions du type qu'est-ce qu'on veut. On peut éteindre un LiDAR. Le gros poste consommateur, ça peut être le LiDAR, surtout sur du long range. Mais quand on part sur du faible portée, on est à moins de 10 watts. Je suis conscient que ça représente déjà quelque chose, hein, mais on n'est pas sur du très consommateur comme les longues portées. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'il faut considérer. C'est vrai, le faire tourner avec 5 lidars sur un IMOCA tout le temps, c'est à considérer et c'est toujours la balance. Qu'est-ce que ça apporte sur le moment venu. On a vu sur le nouveau Gitana là, des barres de flèches qui vont déformer le mât, apporter du creux dans la voile. Donc là, on imagine que votre système pourrait apporter un complément intéressant, justement à partir du moment où on doit mettre la GV plus plate ou plus creuse. C'est typiquement le genre d'usage qui trouve son utilité. C'est le clean. Oui, bien sûr, ça donne des repères sur les plages de réglage possibles et les combinaisons de réglage possibles, c'est sûr. Après, c'est qu'il y ait des barres de flèche ou pas, les voiles sont plus creuses ou plus plates et l'apport du système est le même. Voilà. Mais effectivement, du fait les bateaux volants, on voit bien qu'on tend à être très creux au décollage et puis après, dès qu'on vole, on va vouloir affiner la voile. Donc, c'est sûr que d'avoir un moyen de quantifier ça et derrière de se créer les repères en position de barre de flèche, tension d'écoute, etc., qui donnent une certaine forme. Voilà, c'est un très bon moyen de se créer ces repères-là. Est-ce que c'est ça un peu les innovations que vous allez pouvoir générer derrière, des modifications aussi peut-être structurelles dans le mât, dans le bateau, dans les formes des voiles à un moment donné, même si tu m'as dit tout à l'heure que les voiles, le design des voiles reste conforme, mais est-ce que ça peut faire évoluer ce genre de choses pour l'architecte que tu es? Oui, je pense que ça peut forcément, ça va
ça va induire ça va permettre de reboucler davantage avec tout ce qui est modélisation et ce qu'on appelle jumeaux numériques aujourd'hui. Euh, Mm. et donc, en rebouclant, pouvoir aller chercher des optimums de conception qui sont encore meilleurs et en conséquence, orienter le design des voiles en conséquence, quoi. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est un apport. C'est un apport extrêmement important et je pense que quelqu'un de chez North Sales dirait sûrement la même chose aussi, enfin North ou n'importe quelle autre voilerie, mais voilà, Mm. il se trouve que sur les projets aujourd'hui sur lesquels on travaille, on se rapproche pas mal des voileries justement pour faire le lien sur l'exploitation de cette donnée, qu'on ait bien tous les mêmes conventions et qu'après, ce système il soit directement compatible chez eux et qu'ils puissent voilà, qu'ils puissent se servir des données, des nuages de points mesurés pour valider leur voile. Et où aussi, puis c'est pas aussi une question que de valider, c'est aussi de se dire, ah ouais, mais en fait, en réalité, on navigue plus proche de ce point-là que de ce point-là. On s'en rendait pas forcément compte et du coup, ça peut faire évoluer le dessin des voiles en conséquence, quoi. Mm. On voit sur les épreuves comme CLGP où la coupe, les données sont extrêmement importantes, elles sont même partagées sur CLGP. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que les lidars fassent partie du kit de données partagées sur CLGP? C'est peut-être déjà le cas, je ne sais pas. Non, c'est pas encore le cas, mais effectivement, c'est une donnée intéressante pour comprendre un peu quand on a envie d'aller de manière un peu plus profonde dans comment sont utilisés les bateaux. C'est une donnée qui met en valeur la façon dont les équipages règlent. Donc, oui, c'est un métrique intéressant à intégrer dans le package de données qui est renvoyé lors des lives notamment. Donc, oui. Très bien. Je voulais répondre oui, rebasculer sur Julien et la comparaison avec la vidéo. Oui. La vidéo a son intérêt sur certains aspects, mais nous, de notre côté, on a une problématique, c'est qu'il fallait que ce système il soit disponible à tout moment, de manière complètement automatique, jour et nuit. Donc, la photo va effectivement apporter des choses parfois peut-être plus précises à un endroit, enfin, et encore, il faut bien répondre à ce que disait Lochlin avant sur le type de focale, sur les éclairages, les bandes de visu, comment on détermine, comment on le fait de manière automatique, c'est encore un sujet important. Donc, nous, on est allé vers cette technologie LiDAR parce que on souhaite que ce système il soit complètement autonome et marche jour-nuit et donne non seulement aux régleurs, mais aussi à tout système tout automate qui récupère cette donnée, qu'elle puisse être exploitable à tout moment. Donc, voilà, c'est vraiment dans cette optique qu'on est allé vers le LiDAR et on n'a pas creusé plus parce qu'on avait des limitations claires avec la photométrie. Oui, d'accord. Très clair. Merci beaucoup pour cette... Est-ce que vous avez des choses à ajouter, à préciser? Non, juste une petite question de Laurent là, que je vois sur le sujet sur de la la consommation. C'est sûr que nous, c'est un sujet qui nous est souvent posé et qui dépend beaucoup des usages, un usage plutôt inshore ou un usage offshore. Sur les usages offshore, Pixel intègre aussi tout le hardware nécessaire pour pouvoir éteindre le système et puis avoir un rallumage périodique qui se passe toutes les X secondes ou minutes de manière à faire un monitoring des voiles, voir, on parlait tout à l'heure d'alerte, ça peut être aussi un moyen de vérifier si on n'est pas complètement mal réglé avec une voile complètement déventée. Mais voilà, donc il y a effectivement la question de la fréquence d'acquisition. C'est pas tant la fréquence d'acquisition, c'est plutôt la fréquence à laquelle on vient allumer le système. Le LiDAR, il consomme à peu près tout le temps la même chose, quelle que soit sa fréquence d'acquisition. Oui, c'est vrai, on n'a pas forcément besoin de la donnée en permanence. Est-ce qu'il y aura un mode basse consommation finalement où, je ne sais pas, tous les quarts d'heure, il se mettrait en route? Ouais, c'est vraiment quelque chose qui se développe au cas par cas avec le client sur un usage inshore. C'est pas du tout intéressant parce qu'on veut vraiment
quantifier la forme de sa voile dans sa relance sur un usage offshore. On veut faire des moyennes sur plusieurs minutes. Donc voilà, mais donc il y a vraiment ces deux modes-là et qui répondent à deux usages bien distincts de la techno, quoi. Merci beaucoup, Logline Jean-François. C'était très intéressant. Votre projet a permis d'illustrer ce sujet des données et des voiles. C'était très bien. Ce Sailing Café sera retrouvé sur le blog sailingvalley.bzh, ainsi que les derniers épisodes. Vous avez tout un tas de sujets maintenant et une petite bibliothèque qui commence à se constituer très intéressante sur différents sujets, de la course au large, du transport à la voile, sur les matériaux. Voilà. N'hésitez pas à retrouver tous ces épisodes. Il me reste à vous souhaiter à bientôt. N'hésitez pas à contacter Jean-François ou Logline si vous avez encore d'autres questions ou des projets d'implantation de vos lidars et de vouloir monitorer vos voiles. Donc, je vous dis à bientôt et merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.